Je remercie Madame la professeure Julia Vidovic et le père Nicolas Tchernokrak pour leur aimable invitation à cette importante rencontre. Je dédie ma brève communication à la mémoire du père Jean Boboc, avec lequel j'ai beaucoup interagi sur les sujets que j'aborde. Alors, la révolution quantique et la cosmologie quantique ont radicalement changé notre vision de la réalité. Ceci justifie que l'on puisse se poser à l'intérieur de la science la question du sens de l'univers, question considérée comme métaphysique par la pensée classique. La mécanique quantique, théorie qui s'est constituée vers 1920-1930, constitue la base formelle de la physique moderne des particules qui continue et présuppose et la mécanique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein. Le 14 décembre 1900, Max Planck présentait ses travaux sur les rayonnements du corps noir. Un corps noir est un corps qui absorbe complètement les rayons électromagnétiques à la Société allemande de physique de Berlin, à Berlin. Je les cite: après quelques semaines qui furent certes remplies par le travail le plus acharné de ma vie, écrit Planck, un éclair se fit dans l'obscurité où je me débattais des perspectives insoupçonnées à moi s'ouvrir. Cet éclair dans l'obscurité était un concept, le quantum élémentaire d'action. Action est une quantité physique correspondant à une énergie multipliée par un temps qui allait révolutionner toute la physique et allait changer à profondeur notre vision du monde. Ça va? Vous entendez bien? Là derrière? Oui. Ce quantum s'exprime par une constante universelle, la constante de Planck, qui a une valeur numérique bien déterminée et qui intervient par des multiples entiers. Le quantum de Planck introduit une structure discrète, discontinue d'énergie. L'ancien concept trop puissant de continuité s'est trouvé ébranlé, et avec lui les bases même de ce qu'on considérait être la réalité. Les corpuscules classiques sont des entités discrètes, bien localisées dans l'espace et qui sont caractérisées du point de vue dynamique par leur énergie et leur quantité de mouvement. On pouvait facilement visualiser les particules comme des billes qui se déplacent d'une manière continue dans l'espace et dans le temps en décrivant une trajectoire bien précise. Quant aux ondes, elles étaient conçues comme occupant tout l'espace d'une manière également continue. Les ondes peuvent être aussi facilement visualisées. La mécanique quantique amène un bouleversement total de cette représentation. Les particules quantiques sont particules et ondes à la fois. Leurs caractéristiques dynamiques sont reliées par des formules, les formules d'Einstein-Planck ou de Broglie, des nombreuses tentatives de réduction de phénomènes quantiques, soit à leur aspect ondulatoire, soit à leur aspect corpusculaire, ont été faites, mais elles ont toutes échoué. Le coup de grâce au concept classique a été en fait donné par Max Born en 1926. Born a montré que la fonction d'onde de Schrödinger pouvait être comprise comme étant reliée à la probabilité
de trouver une particule quantique, en l'occurrence l'électron, dans un certain point de l'espace. Plus précisément, l'onde n'est pas une onde de matière, comme le croyait Schrödinger, mais une onde de probabilité. Et les célèbres relations de Heisenberg donnent un éclairage tout à fait saisissant à la dynamique des particules quantiques. Une particule quantique n'étant ni corpuscule ni onde, elle est caractérisée par une certaine extension de ses attributs physiques, énergie, durée, position, quantité de mouvement, qui est liée à la masse et à la vitesse de la particule. Et les relations de Heisenberg nous disent que les produits de l'extension des quantités en mouvement d'un événement quantique par son extension spatiale, ou les produits de son extension en énergie par son extension temporelle, doivent être supérieurs au quantum élémentaire d'action. Ce résultat signifie l'impossibilité d'une localisation précise dans l'espace-temps d'un événement quantique. Donc, le concept d'identité d'une particule classique, identité définie par rapport à la particule elle-même comme partie séparée du tout, se trouve ainsi pulvérisé. La non-séparabilité, l'interaction non locale, a toujours caractérisé les mondes quantiques. Mais cette propriété restait quelque peu qualitative, attachée plutôt au problème d'interprétation. En 1964, Bell a réussi à établir un des résultats les plus importants de la physique quantique. Il a établi un théorème exprimé sous la forme de certaines inégalités qui permet de tester d'une manière précise, rigoureuse, expérimentale, les idées les plus générales sur la causalité locale et la séparabilité. La non-séparabilité est un signe de l'unité du monde quantique. L'unité du monde quantique impliquerait-elle une unité du monde entier, de l'univers entier? Elle nous dit qu'il y a dans le monde, tout du moins à une certaine échelle, une cohérence, une unité des lois qui assurent l'évolution de l'ensemble des systèmes naturels. Un autre aspect important, concerne le vide. Selon la conception classique, le vide est vraiment vide. Il est comme un réceptacle qui ne contient rien. On doit injecter de l'extérieur les objets, leurs interactions pour peupler ces vides. La physique quantique nous dit que tout cela est apparence, illusion, créée par notre propre échelle, car nous pénétrons dans une région de plus en plus petite de l'espace. Nous découvrons une activité de plus en plus grande, signe d'un perpétuel mouvement. Le vide plein quantique contient potentiellement en lui toutes les particules, quelles qu'elles soient déjà ou pas observées. Le vide est plein de vibrations. Il contient potentiellement toute la réalité. Les 4 interactions physiques connues sont très différentes les unes des autres. Si l'on considère, par exemple, l'intensité de l'interaction la plus forte est, comme son nom l'indique, l'interaction forte qui s'exerce entre les hadrons. L'interaction électromagnétique qui agit sur
les particules chargées électriquement est 100 fois plus faible que l'interaction forte. Troisième interaction, l'interaction faible qui s'exerce entre les leptons et les hadrons est vraiment faible. Elle est 100 000 fois moins intense que l'interaction forte. Enfin, quant à l'interaction gravitationnelle qui agit sur toutes les particules, elle est extraordinairement peu intense. Il faut diviser 39 fois par 10 l'intensité de l'interaction forte pour obtenir son intensité. Et la même diversité apparaît quand on considère la portée de ces interactions. L'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique ont une portée infinie. Elles s'exercent à l'échelle macroscopique, ce qui explique pourquoi elles ont été les premières à être reconnues en tant qu'interaction physique. En revanche, l'interaction forte et l'interaction faible ont une toute petite portée. Il faut diviser par 13 ou 14 fois, il faut diviser 13 ou 14 fois par 10, 1 centimètre, pour obtenir la portée de l'interaction forte, et la portée de l'interaction faible est encore plus petite, beaucoup plus petite que celle de l'interaction forte. Malgré cette diversité considérable, les physiciens croient aujourd'hui que toutes ces interactions peuvent être unifiées dans une seule et même théorie. Et l'énergie correspondant à l'unification de toutes les interactions ne sera jamais atteinte dans nos accélérateurs, mais elle a été déjà atteinte au début du Big Bang, au début, entre guillemets, de l'univers. C'est pour cela que les théories unifiées sont très importantes pour la compréhension de ce qui s'est passé au tout début du Big Bang. L'univers était alors probablement une boule de feu où régnait une température infernale, une énergie non différenciée, mimée, animée une masse informe de quarks, leptons, messagers, décrit par une seule interaction. Cette boule de feu contenait potentiellement tout l'univers. Ensuite, par un refroidissement continuel, les différentes interactions sont apparues graduellement. Donc la particule et le cosmos sont intimement liés. Une conclusion physique, non pas métaphysique ou philosophique. La boucle est bouclée en comprenant l'infiniment petit, nous comprenons l'infiniment grand. La physique est une science jeune. Elle n'apparaît comme discipline distincte que vers 1500 à la Renaissance. Pourtant, quelques siècles après, au début du troisième millénaire, elle prétend accéder au statut d'une théorie du tout. Théorie du tout, c'est le mot employé dans la physique. C'est pas moi qui les ai inventés. Au-delà de cette ambiguïté terminologique liée au mot tout, l'ambition est claire. Construire une théorie simple et sans paramètres libres qui serait en association avec la mathématique les fondements conceptuels de la pyramide de toutes les disciplines scientifiques. Donc, le défi essentiel de cette théorie finale est l'unification entre
la théorie de la relativité générale et d'Einstein et la mécanique quantique. Toutes les échelles de l'univers physique seraient ainsi reliées les unes aux autres, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Soulignons que le concept de matière a lui aussi beaucoup évolué. Matière signifie aujourd'hui les complexes énergie, substance, espace-temps, information, ensemble. Un autre sujet, les principes anthropiques, a suscité beaucoup d'intérêt auprès du grand public. Le principe anthropique vient du mot grec anthropos, qui signifie homme, a été introduit par Robert Dicke en 1961. Il y a actuellement différentes formulations du principe anthropique. Malgré cette diversité, on peut reconnaître une idée commune qui traverse toutes ces formulations, l'existence d'une corrélation entre l'apparition de l'homme, de la vie intelligente dans le cosmos et donc sur la Terre, le seul endroit où nous avons pu identifier cette vie intelligente, et les conditions physiques qui régissent l'évolution de notre univers. Cette corrélation semble être soumise à de fortes contraintes. Si on varie quelque peu la valeur de certaines constantes physiques ou celle des paramètres apparaissant dans certaines lois, les conditions physiques, chimiques, biologiques permettant l'apparition de l'homme sur la Terre ne sont plus réunies. En fait, une vaste autoconsistance semble régir l'évolution de l'univers, autoconsistance concernant aussi bien les interactions physiques que les phénomènes de la vie. Les galaxies, les étoiles, les planètes, l'homme, l'atome et le monde quantique semblent unis par une seule et même autoconsistance. Certaines formulations du principe anthropique ont un fort élan de finalisme, inacceptable pour l'esprit scientifique moderne. Comme l'a remarqué Stephen Hawking, qui a pourtant contribué à l'approfondissement du principe anthropique, je le cite, « Il est très difficile d'adopter une vue anthropocentrique ou de croire que la structure de l'univers est déterminée par quelque chose d'aussi périphérique qu'une certaine structure moléculaire compliquée présente sur une petite planète en orbite autour d'une étoile tout à fait moyenne dans les banlieues extérieures d'une galaxie spirale assez typique. » Fin de citation. Même si l'homme est dans un certain sens un phénomène périphérique, il semble pourtant être nécessaire pour l'autoconsistance du tout. Peut-on tirer la conclusion, à partir du principe anthropique, de l'existence d'un sens de l'univers? Certains scientifiques ont fait ces pas non justifiés sur le plan philosophique dans les contextes du christianisme et du bouddhisme, et ils ont eu, je dois dire, beaucoup de succès, je l'ai dit, sans aucune jalousie. Il s'agit, à mon avis, d'une vision simpliste. Merci. Les principes anthropiques contribuent certes
un réenchantement du monde. Mais ceci ne signifie pas l'existence d'un sens de l'univers. Néanmoins, le principe anthropique a le mérite d'avoir attiré l'attention sur une possible corrélation entre l'essence de l'univers et l'essence de l'être humain. Alors, comment l'univers fonctionne-t-il? Est-il une sorte de machine? Certes, merveilleuse, mais néanmoins une machine constituée de systèmes pratiquement indépendants, reliés mécaniquement entre eux. Ou bien, y a-t-il une unité sous-jacente? Y a-t-il des lois qui traversent toutes les échelles de la nature, les particules, les atomes, les hommes, les planètes, lois invariantes, mais qui pourtant donnent des effets différents selon l'échelle où elles agissent? Un exemple d'une telle évolution de la problématique de la science moderne est la naissance de la cosmologie quantique, c'est-à-dire une science qui relie l'infiniment petit, mécanique quantique, et l'infiniment grand, représenté par l'ancienne astronomie. Alors, l'idée de l'unité entre échelle quantique et échelle cosmologique n'est pas, après tout, si étrange qu'elle les paraît à première vue. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a dû avoir, à ses débuts, une taille infime. À cette époque, c'est-à-dire 10 puissance moins 42 secondes. Prenez une seconde, divisé par 10, vous prenez le dixième, vous divisez par 10, vous faites l'opération 42 fois. 10 puissance moins 42 secondes. Après son apparition, les processus quantiques devaient être importants, même prédominants. Donc il est normal que l'univers ait gardé une mémoire de ce qui s'est passé à sa naissance. Dans la cosmologie quantique, des questions considérées comme tabous par la science dans un passé récent peuvent être abordées avec les moyens de l'investigation scientifique. Peut-on imaginer une cause du Big Bang? Peut-on parler scientifiquement d'une origine de l'univers? D'où vient l'extraordinaire énergie dépensée au moment du Big Bang? Même une question réputée de nature métaphysique, comme celle de la genèse de l'espace et du temps, peut être maintenant abordée par la science. Si l'on considère l'unification de toutes les interactions physiques, la nouvelle interaction unifiée peut engendrer la force de répulsion caractérisant les Big Bang. Un scénario qui peut expliquer les Big Bang, scénario dit d'inflation, a été proposé en 1981 par le physicien américain Alan Guth. Le scénario initial d'inflation a déjà subi certaines modifications, mais les idées fondamentales restent les mêmes que celles discutées ici. Même si l'on accepte que l'inflation soit en quelque sorte la cause du Big Bang, on peut se demander d'où vient l'énergie considérable de l'inflation elle-même. Une réponse possible peut être obtenue en faisant appel à nouveau aux propriétés complexes du vide quantique. Si on est curieux par nature, on pourrait pousser le questionnement encore plus loin. D'où vient notre espace-temps? Une possibilité intéressante est suggérée par la théorie des supercordes. Si l'univers était associé à ses débuts à un espace multidimensionnel, c'est par exemple une dimension de temps,
de temps et 10 dimensions d'espace, alors la compactification spontanée des 7 dimensions de l'espace, c'est-à-dire leur enroulement rapide dans une région infinitésimale d'espace, peut être reliée à l'inflation dans l'espace tridimensionnel habituel. Les 7 dimensions supplémentaires, qui sont inimaginables pour notre imagination, mais c'est trivial sur le plan mathématique. Bon, les 7, enfin, pas si trivial, mais oui. Les 7 dimensions supplémentaires resteront à jamais cachées, inobservables, mais leur relique serait précisément les interactions physiques connues. Mais jusqu'à quel point peut aller l'auto-organisation de l'univers? Il y a des affirmations scandaleuses, je dirais, dans certains livres de popularisation, qui disent que l'univers est auto-organisé, etc. Enfin, il y a des limites. L'homme a-t-il une place dans l'ordre cosmique? Quels que soient les sentiments d'émerveillement que nous éprouvons en contemplant la cohérence indubitable de l'univers physique, nous ne pouvons pas nous empêcher d'éprouver en même temps une profonde sensation de malaise. À quoi sert toute cette cohérence? À quoi servent tous ces ajustements extrêmement fins et précis entre les différents paramètres physiques pour que l'univers soit tel qu'il est? La coopération entre l'échelle quantique et l'échelle cosmologique peut assurer de tels ajustements très fins. Mais tout cela, pour aboutir à la mort certaine de l'univers physique, que ce soit par refroidissement progressif, dans le cas d'un univers ouvert, en continuelle expansion, ou par réchauffement progressif, dans le cas d'un univers fermé, qui va finir par se rétrécir continuellement. Et ces sentiments de malaise est très bien expliqué par le prix Nobel de physique Steven Weinberg, quand il écrit, je le cite, « Il est quasiment impossible aux êtres humains de ne pas croire qu'il existe une relation particulière entre eux et l'univers, que la vie n'est pas seulement l'aboutissement grotesque d'une suite d'accidents remontant dans le passé jusqu'aux 3 premières minutes, mais que d'une certaine façon nous fûmes conçus dès les commencements. Il est plus difficile encore de réaliser que cet univers a évolué à partir des conditions initiales si peu familières qu'on peut à peine les imaginer et qu'on doit finir par s'éteindre, dans un froid interminable ou dans une chaleur d'enfer. Plus l'univers nous semble compréhensible et plus il semble absurde. Fin de citation. Absurde, l'univers, peut-être, si on néglige le rôle de la vie et de l'homme. Il faut bien reconnaître que nous n'avons à présent aucune idée, fondée du point de vue scientifique, sur le rôle cosmologique éventuel de la vie. Les problèmes des physiciens d'aujourd'hui, même très brillants, et qu'ils ont une pauvre culture philosophique, et ils sont donc des mauvais philosophes, à la différence des pères fondateurs de la mécanique quantique, comme Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli ou Niels Bohr. L'idée centrale de Weinberg
martelée sans cesse, comme un mantra, dans ses écrits, est celle de l'existence des lois impersonnelles découvertes par la physique. Lois impersonnelles et éternelles qui garantissent, dit-il, les progrès objectifs de la science et qui expliquent l'abîme infranchissable entre science et culture. La science, dit Weinberg, est détentrice de la vérité. Et à ce titre, sa coupure avec la culture est totale et définitive. Pour Weinberg, il y a une seule réalité, la réalité objective de la physique. Et la conclusion de Weinberg tombe comme un couperet, je le cite, « Les découvertes de la physique pourront être reliées à la philosophie et à la culture, car nous connaîtrons l'origine de l'univers ou les lois finales de la nature. » Autant dire, jamais. C'est nihilisme. C'est un nihilisme typique. Ce nihilisme scientifique est très pernicieux, car il élimine toute responsabilité des scientifiques. Dans les défis du XXIe siècle, comme le transhumanisme, l'anthropocène et le panterrorisme, germent d'une nouvelle barbarie qui menace pour la première fois l'autodestruction de l'espèce humaine. La vérité est que la grande majorité des scientifiques est complètement insensible à la problématique du sens. Prenons le cas du transhumanisme. Transhumanisme, s'il voit le jour, va transformer l'être humain de plus en plus en machine, et la machine va devenir de plus en plus humaine. C'est fort mouvement culturel et intellectuel international prendre l'usage de la biotechnologie pour améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le vieillissement et la mort sont considérés comme indésirables, la sélection naturelle est considérée comme dépassée et la sélection technologique prend sa place. Le grand projet est d'éliminer toute force transcendante en les remplaçant par l'homme-machine d'une intelligence surhumaine et maître de sa vie. Les transhumains, que certains philosophes et idéologues appellent par précaution oratoire humains améliorés, constitueront une nouvelle espèce biotechnologique et la société future sera divisée entre transhumains et les anciens humains, c'est-à-dire nous. Les anciens humains seront inévitablement les serviteurs des transhumains. Il est remarquable, oui, c'est exactement ce que j'ai calculé. Il est remarquable que Freud ait prophétisé dès 1930, dans Malaise dans la civilisation, l'avènement du transhumanisme. Il parlait du désir de l'être, de s'égaler à Dieu, en devenant un Dieu prothèse par une seconde nature technologique qui lui permettra de dominer le monde. Comme le père Jean Bobot l'a démontré dans un livre substantiel, bien argumenté et passionnant, le transhumanisme décrypté, le transhumanisme met en danger les religions constituées en éliminant toute transcendance. La divinité transhumanisme est un Dieu prothèse, mais redoutable, car il peut arrêter l'évolution spirituelle de l'homme. Certes, ce n'est pas dans le ventre d'une femme que le Dieu prothèse est en gestation, mais dans les ventres électroniques de la Terre. Ce n'est pas par la sémence transmise par le Saint-Esprit qui s'incarne, mais
par la semence du génie technologique de l'homme. Il sera invisible, car répandu dans tous les réseaux informatiques de la Terre, il sera imprévisible, car son intelligence dépasserait de loin l'intelligence de l'homme. Cette imprévisibilité peut aller jusqu'à la destruction totale de l'espèce humaine. Il sera totalement inconnu, car personne ne pourra voir son visage. Il sera indestructible, car les êtres humains seront incapables de pénétrer ces algorithmes. Seule la destruction complète de la Terre pourrait les détruire. Ce Dieu prothèse va baigner l'homme dans les délices des mondes libérés des maladies, de la vieillesse, un paradis prothèse qui n'est que les tombeaux de l'homme. La multiplication des livres récents concernant les problèmes posés par le transhumanisme témoigne d'une prise de conscience nécessaire. Citons dans le contexte les livres Homo Deus, une brève histoire du futur, de Yuval Noah Harari, et Tout est accompli, de Yannick Henel, François Méronis et Valentin Retz. Que pouvons-nous conclure? Comment pouvons-nous choisir, selon les mots de René Girard, entre notre disparition définitive et l'accession à des formes de conscience et de liberté que nous soupçonnons à peine? C'est là, à mon sens, sans jeu de mots, le centre de la crise contemporaine du sens. Tout d'abord, il faut se libérer du dogme contemporain du sens comme étant par définition relatif, c'est-à-dire un sens qui peut être seulement attribué par les communautés humaines aux choses, un sens non fluctuant, subjectif et donc arbitraire. Je suis pleinement d'accord avec René Girard quand il affirme, je le cite, « Il importe énormément de retrouver un sens invisible, invincible, inexpugnable, mais sans tricher, ni avec les exigences qui viennent du monde terrible où nous vivons, ni avec celles qui s'imposent aux recherches les plus rigoureuses. » Fin de citation. Une discipline académique ne peut pas nous fournir un tel sens. Fondé sur ma connaissance scientifique et transdisciplinaire et sur mon expérience de vie, je peux affirmer que seul les royaumes peuvent nous fournir un tel sens invincible et inexpugnable. C'est les royaumes qui donnent sens à l'être humain et à l'univers. Et c'est le royaume qui peut mettre fin à la violence omniprésente sur cette terre. Nos moyens de faire face aux défis de la nouvelle barbarie sont la foi, l'amour et la conscience. Comme Heisenberg, j'ai la conviction intime que l'ouverture au monde, qui est en même temps monde de Dieu, reste finalement aussi le bonheur le plus haut que les mondes puissent nous fournir, la conscience d'être chez soi. Je vous donne comme bibliographie un seul livre, mon livre, Nous, la particule et le monde, dont la 3e édition est parue à Bruxelles en 2012. Merci beaucoup.